Je continue l'histoire. La période végétative. Explorons-la un petit peu sur le plan des paramètres climatiques. Alors d'abord, on va regarder ce qui caractérise le début, quand on a l'explosion du développement foliaire. Et ce début va balayer les 400 premiers degrés jour post-débourrement. Et ensuite, on va regarder un peu plus particulièrement la fin de cette période 2. Donc si on regarde le début de la période 2, en fait, on n'a pas de restrictions en alimentation hydrique. Les conditions sont bonnes, a priori, pour booster le développement foliaire. Donc, d'un point de vue strictement hydrique, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un bon développement, voire même une explosion du développement foliaire. Pourtant, ce qui va alimenter la vitesse du développement foliaire, ce sont les températures. Et là, ce qu'on observe, ce sont des températures extrêmement basses. Et finalement, ce n'est pas le manque d'eau, mais c'est le manque d'accumulation de température qui va extrêmement ralentir le développement foliaire. Donc toutes les conditions auraient pu être réunies pour avoir un bon développement foliaire, mais il n'est pas observé à cause des températures froides au cours de la période 2, et particulièrement le début de la période 2, c'est-à-dire de 0 à 400 degrés jour. Et on va voir que cette lenteur dans la mise en place de l'architecture foliaire affecte tout, jusqu'à la composition du raisin, et même jusqu'au rendement de l'année prochaine. Donc ce que j'ai voulu résumer ici en conclusion, c'est que le début de la période 2, c'est un petit peu ça le take-home, c'est que les conditions sont un prélude à beaucoup d'humidité. Autant que 2016 et 2018, la rive droite est plus sèche. On peut même quantifier cet excès de sécheresse, approximativement c'est 20 mm. Mais le temps thermique, finalement, est exceptionnellement ralenti dans son accumulation. On retrouve que 2013, finalement, qui est plus bas. Mais depuis 2013, c'est vraiment l'année la plus froide pendant cette période critique de mise en place de l'architecture foliaire. Donc gardons en tête qu'on comprend comment les températures et non la pluie ont limité le développement foliaire. Maintenant, penchons-nous sur la fin de la période 2, et spécifiquement la fenêtre 400-700 degrés jour. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, là, on reçoit pas vraiment beaucoup d'eau par rapport à 2018. Vous voyez, on est à 12 mm en moyenne sur l'ensemble, plus de 250 stations à Bordeaux, donc relativement sec. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a une explosion de l'accumulation thermique sur cette période. En fait, sur les 10 dernières années, c'est le moment où on a le plus accumulé de chaleur. Donc on a ici une situation très contrastée avec une accumulation des plus lentes sur la période initiale de 0 à 400 et une accumulation explosive exceptionnellement forte sur la deuxième période. Donc on pourrait se dire, il va peut-être y avoir une compensation. Ce qu'on a perdu avec la lenteur de l'accumulation du temps thermique en début de saison va pouvoir être compensé par l'accélération sur la fin de la saison. Ce qu'il y a, c'est que cette accumulation est tellement brutale qu'elle perturbe la demande climatique en la rendant extrêmement desséchante. Donc, au lieu de parler en des termes un petit peu abstraits, on va mesurer le déficit en vapeur d'eau. Donc, très vite, qu'est-ce que c'est que le déficit en vapeur d'eau ? C'est simplement la pression qu'il faut appliquer à un volume d'air pour y voir apparaître la première gouttelette d'eau sous forme liquide. Et ça permet de quantifier l'intensité de la demande atmosphérique perçue par les feuilles, qu'elles soient éclairées ou non. Le déficit en vapeur d'eau, vapor pressure deficit en anglais, c'est fondamental. Parce qu'en fait, vous allez voir que c'est ça qui nous permet de comprendre dans quelles circonstances on va avoir des problèmes hydrauliques.
Donc c'est ça que j'ai bien aimé avec la présentation principale, c'est que finalement, on est revenu à des considérations très simples de plomberie, et on va voir qu'en fait, la fiabilité de la plomberie, c'est-à-dire la facilité avec laquelle la sève circule dans les faisceaux vasculaires, est extrêmement dépendante de l'intensité du déficit en vapeur d'eau. Or, ce qui s'est passé pendant cette période 2, à la fin, quand on a cette explosion d'accumulation thermique, c'est qu'elle ne vient pas seule. Elle n'est pas venue avec un niveau d'humidité relative dans l'air constant. Cette explosion du temps thermique a été accompagnée par un déficit en pression de vapeur d'eau extrême. On flirte avec les 5 kPa le 26 et le 27 juin. Ça veut dire que la tension dans la colonne d'eau est telle qu'on a un dégazage de l'air qui est contenu dans l'eau de la sève. Et donc, on a des bulles qui apparaissent, et ces bulles, quand elles apparaissent, elles créent des bouchons, un petit peu comme Carole a montré avec les cônes de dessèchement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette schizophrénie entre une période 2 très lente au début, très peu stressante sur le plan atmosphérique, et puis brutalement stressante, c'est que on a tout d'abord un retard dans la mise en place de la biomasse foliaire qui est imputable à la lenteur de l'accumulation des températures. OK. Ensuite, on a un stock initial en azote qui n'a pas vraiment favorisé le redémarrage de la croissance foliaire. Et enfin, on a une brutalité dans le déficit en vapeur d'eau sur cette période 400-700 degrés jour qui est propice à l'apparition d'un déficit hydrique fort. Donc, on peut se demander, OK, c'est quand même bizarre, on a une accumulation très forte du temps thermique sur la fin de la période 2, on a des réservoirs racinaires qui arrivent au moment où on a cette explosion thermique qui ne sont pas limitées, puisqu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'eau sur le début de la période 2. Pourquoi le développement végétatif n'a pas été plus fort après le 21 juin? Donc ici, on spécule, mais on pense que c'est une conséquence de l'hiver sec qui a limité la disponibilité en azote dans la plante et que ça, combiné au déficit en vapeur d'eau très fort sur la fin du mois de juin, ont été les deux éléments sur lesquels la plante a été très sensible, ce qui n'a pas permis un développement foliaire exubérant, un développement foliaire qui aurait pu être aussi important que 2018, d'être mis en place sur les souches. Donc les conséquences de ça, avant d'introduire le prochain le présentateur, c'est que la fin de la période 2, d'abord, on voit qu'elle est séchante. Donc la bonne nouvelle, c'est que le risque sanitaire est bas. Mais c'est surtout une période qui est favorable au déficit azoté, puis au déficit hydrique entre 400 et 700 degrés jour. Et ça, on va voir avec la prochaine présentation que ça a des conséquences immédiates sur le potentiel fructifère des rameaux. On a donc des conditions qui facilitent un déficit hydrique, qui pourra apparaître tôt suite à l'augmentation soudaine de cette demande climatique. C'est ce qui permet d'expliquer la perturbation de la croissance foliaire en fin de période 2, même si on a beaucoup de température. Et puis en période 4, ça nous permet d'anticiper certainement un volume maximum de la baie qui va être réduit. Et ça, on verra avec la présentation de Carlos dans quelle mesure ça se retrouve dans les données. La deuxième série de conséquences qu'on peut tirer de l'analyse de cette période de 2, c'est que le déficit azoté est en fait un petit peu masqué dans sa sévérité par le fait que la production de la biomasse foliaire a été réduite en 2019. Ainsi, on peut avoir une quantité d'azote absorbée qui est limitante, mais cette quantité limitée n'est pas diluée dans une grande masse, dans une grande biomasse foliaire. Du coup, c'est un petit peu contre-intuitif, mais on peut observer que la concentration surfacique en azote n'est pas extrêmement réduite, et ça, on l'a vu sur les photos aériennes, c'est un résultat un petit peu contre-intuitif. On voit que les indices dérivés de la chlorophylle sont plutôt boostés, alors qu'on sait qu'il y a un déficit azoté. Donc au début, on s'est dit c'est bizarre, il y a quelque chose qui semble ne pas marcher. Mais en fait, l'hypothèse, c'est que comme en général le pic d'azote foliaire précède le pic de développement foliaire, et que entre ces deux pics, il n'y a pas eu une forte explosion de développement foliaire,
eh ben, on n'a pas vu du ciel l'impression que le déficit azoté a joué un rôle sur la restriction de la nutrition minérale. Donc ça, on spécule là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aimerais évoquer pendant la table ronde. Quelles ont été les conséquences en termes d'azote assimilable des mous, en termes de fermentation languissante, et puis aussi en termes d'arômes, puisqu'on connaît l'implication du métabolisme azoté dans les précurseurs aromatiques. Donc ça, c'est vraiment une question que j'aimerais poser aux chefs de culture et aux œnologues. Est-ce qu'on peut trouver des traces de ce déficit azoté observé en période 2 sur l'œnologie. Enfin, la quantité de bois produite est moins importante, on le comprend, puisque la période 2, particulièrement sur sa fin, n'a pas été propice à la mise en place de l'architecture foliaire. Quelles conséquences sur la taille en début de 2020 ? Bon, on a eu la présentation de Carole, mais la vigne s'est moins développée en 2019, donc a priori on va laisser moins de points de croissance. Mais si en plus chaque point de croissance a un potentiel fructifère réduit, qu'est-ce que ça va vouloir dire en 2020, par exemple en termes d'égrappage ? Comment on va adapter toute la stratégie de la manipulation des feuilles avant le débourrement ? Le rendement va être limité en 2020. Pourquoi je le pense ? Je préfère laisser Nicolas Guillepart en parler, puisqu'il a été un pionnier dans la mise en avant de la fin de la période 2 sur ses conséquences dans les 18 prochains mois. Donc Nicolas, merci d'être venu.